Et je voudrais vous donner un autre exemple du danger que peut être le fait de refouler vos émotions, du danger d'une positivité excessive quand vous ne pouvez pas faire face justement à ces émotions négatives, à cette déception, à cet échec. Et cette histoire est l'histoire d'une jeune auteure qui s'appelle Emily Gould, qui avait vendu son premier livre avec un grand succès à un éditeur new-yorkais et qui avait reçu une avance conséquente de $200 000. À ce moment-là, Emily Gould habite à Brooklyn. Elle décide de prendre un appartement. Elle paye 1700 € de loyer par mois. 1700 $, pardon, de loyer par mois, plus 400 € d'assurance santé. Elle vit une petite vie de bobo new-yorkais à Brooklyn. Elle vit le lifestyle de l'écrivain, de la personne qui a réussi. Et on peut le dire que quand vous avez reçu une avance de 200 000 $ de votre éditeur pour un bouquin qui est uniquement à moitié fini, c'est assez spectaculaire. Ça veut dire que l'éditeur espère que votre bouquin soit un best-seller. Le problème, c'est que au bout de quelques mois, quelques années, il s'est avéré que le bouquin d'Emily Gould n'était pas un best-seller. Et au contraire, c'était un échec commercial. Elle explique que son bouquin a vendu uniquement 8000 exemplaires. Et que c'est uniquement 1/5, donc elle aurait dû en vendre 40 000 pour que son bouquin ne soit pas considéré comme un échec. Évidemment, il aurait fallu en vendre encore beaucoup plus pour qu'il soit considéré comme un succès, comme le best-seller qui était escompté. Je cite un article qui a été écrit par elle plus tard, rétrospectivement, sur l'expérience de ces 3 années après la suite de son bouquin pendant qu'elle vivait sur ces 200 000 $. À un moment donné, je me suis dit que je pourrais trouver un autre job après avoir terminé le livre. Mais ensuite, je me suis convaincu qu'il serait plus facile d'écrire si je devenais à la place prof de yoga. Je me disais aussi que j'écrirais immédiatement un autre livre, qui se vendrait immédiatement, comme le premier, avant d'en avoir écrit la moitié. Pour croire à tout ça, il a fallu que je me coupe de toute réalité pratique, car imaginer ces réalités était comme se préparer à l'échec. En y repensant, il est clair que je n'aurais jamais dû dépenser autant dans mon loyer et dans mon assurance santé. Fin de la citation. Ce qui est frappant ici, c'est que ce n'est pas que son projet artistique, qui est son livre, échoue, puisque la majorité des projets artistiques, la majorité des livres ne sont pas des best-sellers. Ce qui est frappant dans cet article, dans cette histoire, c'est de voir que pendant 3 ans, elle a du mal à mettre à jour sa vision du monde, et que pendant 3 ans, elle a du mal à mettre à jour sa vision surtout d'elle-même, et elle continue à se voir comme une jeune prodige de l'écriture, comme une écrivain en vogue, comme quelqu'un qui gagne de l'argent, comme quelqu'un qui peut se permettre de vivre dans un appart à Brooklyn à 1700 $, alors qu'elle ne fait pas rentrer un seul sou. Elle explique que de certaines années, elle a gagné moins de 7000 $ en étant justement prof de yoga à mi-temps, et qu'elle vit donc sur cette avance d'un bouquin qui a été un échec commercial. Je cite, « On se dit qu'on va commencer par changer ses habitudes. Entre guillemets, je vais arrêter d'acheter du café chic, je vais arrêter d'acheter de l'eau en bouteille, etc. » Fermez les guillemets. Mais en réalité, ces habitudes ont la vie dure. Je n'ai arrêté de boire de l'eau en bouteille que quand je n'avais littéralement plus jamais aucun argent dans mon porte-monnaie. Fin de citation. Cette histoire-là est racontée dans un article que Emily Gould a écrit sur Medium. L'article s'appelle « How much my novel cost me ». Donc, combien est-ce que mon roman m'a coûté? Et c'est une histoire qui m'a personnellement beaucoup touché parce que je me sens vulnérable à ce type de distorsion de la réalité. Je me sens vulnérable à une auto-hypnose. Et fondamentalement, on l'est tous. Je mettrai le lien vers cet article, comme vers toutes les ressources mentionnées dans cette série de podcasts, à l'adresse marketingmania.fr/modèle, avec un S à la fin. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la psychanalyse ou qui ont un petit peu lu des choses sur Freud, c'est le concept de refoulement. C'est l'idée que l'être humain n'est pas forcément parfaitement adapté à voir la réalité comme elle est. Et qu'il est facile d'ignorer certaines émotions négatives avec un grand danger. Si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes marketeur, vous pouvez ignorer des choses importantes juste parce que voir ces choses en face serait trop douloureuse pour vous. Et donc, on revient sur cette idée de la régulation émotionnelle. L'idée ici, c'est que la partie la plus importante quand vous allez échouer, quand vous allez avoir tort, c'est de gérer vos propres émotions pour mettre à jour votre vision du monde. On revient sur ce dont on a parlé dans l'épisode 1, dans le fait que si vous êtes André Agassi, la chose la plus importante si vous voulez gagner Wimbledon ou Roland Garros,
c'est de pouvoir réguler vos propres émotions. Et si vous êtes aujourd'hui un marketeur, sauf si vous avez une chance absolue, eh bien, vous allez avoir des projets qui vont échouer, des vidéos qui ne vont pas marcher, des podcasts qui ne vont pas être aimés, des campagnes Facebook qui ne vont pas être rentables, des produits que vous allez lancer d'un point de vue e-commerce qui vont se planter, qui ne vont pas se vendre. Et la marque de votre succès sur le long terme, ça va être comment est-ce que vous allez faire face à ces échecs. Et encore une fois, c'est pas juste de vous dire il faut rebondir, il faut repartir. Oui, c'est important. C'est comment est-ce que vous allez tirer les leçons, comment est-ce que vous allez mettre à jour votre vision du monde. Et pour ça, je voudrais prendre un autre exemple avec vous. Parce que quand je vous raconte l'histoire de la jeune auteure Emily Gould, faut vous dire que vous faites face au cas d'une artiste un peu rêveuse et que c'est normal qu'elle ait du mal à voir la réalité des choses et que voilà, les écrivains, les auteurs sont un peu dans leur propre monde. Et si je vous disais que dans le monde de la finance, les mêmes concepts sont utilisés. Ici, je m'appuyais sur un livre qui s'appelle What I Learned Losing $1 Million. Donc, qu'est-ce que j'ai appris en perdant $1 million? Le livre a été écrit par un monsieur qui s'appelle Brendan Moynihan et c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jim Paul. Jim Paul, c'est un financier qui a fait beaucoup d'argent. Il a réussi sur les marchés. Il se dit qu'il a un don. Il a le don de prédire le futur des marchés. Il a le don de l'investissement. Il a le toucher de Midas. Ce qu'il touche se transforme en or. Et donc, il se met à investir de plus en plus et à un moment donné, ses positions commencent à mal tourner. Il commence à perdre de l'argent. Mais bien sûr, il sait lui-même qu'il a un don. Il a gagné tellement d'argent qu'il a un don. Il sait qu'il est doué. Et donc, il décide d'emprunter de l'argent pour couvrir ses pertes et pour se refaire. Le biais classique du parieur. Il se refait, il emprunte, il essaye de remonter. Il emprunte de plus en plus. Il est convaincu à chaque moment qu'à tout moment, le marché va tourner. Le marché va lui donner raison. Et bien sûr, comme l'a dit Benjamin Graham, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester dans le vert. Et en l'occurrence, il se trouve dans une situation où il ne peut plus emprunter suffisamment pour couvrir ses pertes. Il découvre qu'il est en faillite. Et donc, on est dans l'histoire de quelqu'un qui a fait des millions sur les marchés financiers. Quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui est un investisseur. Quelqu'un qui est intelligent. Et pourtant, il découvre au final qu'il a laissé son succès lui monter à la tête. Il a laissé son succès embrouiller sa vision du monde. Il a laissé son succès ne pas lui faire voir qu'il pouvait avoir tort dans une certaine situation. Et donc, sa vision du monde ne peut plus être mise à jour. Et donc, il se met à investir de façon irrationnelle dans des positions qui sont intenables sur le long terme. Et cette histoire est très similaire à l'histoire de Emily Gould. On a l'histoire de quelqu'un qui est un succès initial. On a une avance de $100 000, on a des succès initiaux sur les marchés et qui décide de mettre à jour sa vision d'eux-mêmes et du monde en se disant qu'ils sont un génie, qu'ils sont un prodige, qu'ils sont destinés à réussir. Et plus tard, le monde leur envoie des signaux qui sont différents, des signaux qui sont négatifs. Et pour protéger leur identité, pour protéger leur vision d'eux-mêmes, ils vont refuser de mettre à jour leurs idées. Ils vont continuer à s'accrocher aux idées positives jusqu'à arriver à la ruine, à la dette et à une situation qui est très difficile. Et uniquement quand l'ensemble de l'édifice s'écroule et qu'ils se retrouvent sous une montagne de dettes, qu'ils se retrouvent ruinés, qu'ils n'ont plus d'argent pour payer leur loyer, uniquement à ce moment-là vont-ils s'apercevoir que ils avaient fait cette erreur et qu'ils avaient voilé leur face pendant si longtemps. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.